Voilà, donc la dernière fois on s'est arrêté là. Bon. On a vu donc comment établir donc le pattern singleton, le pattern déofactoré. Ça nous permet de faire normalement une connexion. D'accord? Ça nous permet d'établir une connexion et par suite je pourrais normalement à travers se connecter à une base de données. Ce que nous allons voir maintenant, c'est un framework très reconnu, très utilisé. Donc ce sont normalement c'est le framework EGB. D'accord? Donc en fait, EGB, comme je disais tout à l'heure, c'est un framework. Ceci dit que normalement un framework, c'est quoi en fait un framework? Qu'est-ce que vous entendez parler par un framework? Oui? Ok, je suis d'accord. Normalement, un framework, sa définition, c'est que derrière, vous avez de l'ingénierie, c'est-à-dire il y a plusieurs personnes qui ont développé donc, des codes. Et en fait, ces personnes, elles sont, je disais, très professionnelles. C'est-à-dire que normalement, en quelque sorte, ils vont vouloir faire donc optimiser donc l'utilisation de G2E. D'accord? Et ils ont développé donc c'est vous dire un socle sur lequel vous pouvez se baser pour préparer en fait votre application. C'est-à-dire derrière vous avez tout ce sont en fait beaucoup de programmes qui ont été développés par plusieurs personnes, plusieurs ingénieurs, d'accord, en quelque sorte qui permettent d'optimiser l'utilisation. Ceci dit, vous pouvez utiliser Singleton, vous pouvez utiliser Diofactory, mais à un certain moment, vous ne savez pas comment le faire, vous ne savez pas quelle méthode il faut choisir. Donc, le framework essaie normalement de vous soulager, c'est-à-dire vous avez derrière les techniques qui sont implémentées. Là, vous vous concentrez uniquement sur le métier. Vous vous concentrez uniquement sur le métier. Ça veut dire que vous vous concentrez uniquement sur ce que normalement devrait faire l'application. Mais comment c'est fait? Donc derrière, il y a tout un mécanisme qui était normalement préparé par des ingénieurs spécialistes. Voilà. En fait, c'est ça donc le framework. EGB, c'est très reconnu. Donc en fait, deux concurrents, vous pouvez le trouver pour G2E. Vous pouvez trouver donc Spring et EGB. D'accord? Bon, voilà donc. Normalement, il y en a ceux qui préfèrent EGB, ceux qui préfèrent travailler avec Spring. Mais donc, de toute façon, donc, on verra donc, le EGB donc, cette séance. Donc, EGB, Enterprise Java Bean. L'abréviation de EGB, c'est Enterprise Java Bean, EGB. C'est une normalement architecture de composants logiciels côté serveur. D'accord? Pour la plateforme de développement G2E. Les EGB sont des composants qui permettent d'implémenter la logique métier. D'accord? Donc là, on s'intéresse uniquement à la logique métier. En quelque sorte, c'est la couche métier. Les EGB sont parfaitement adaptés pour être intégrés dans une architecture 3 tiers ou plus. Ça veut dire, à travers, donc, en utilisant EGB, ça nous permet de découper notre projet en plusieurs donc, couches. D'accord? Donc 3 tiers ou plus. Les EGB s'exécutent dans un environnement particulier. Ça, c'est très intéressant. Par rapport à Spring, donc Spring, je peux normalement la déployer en utilisant Tomcat.
comme pour les servlettes qu'on a vu donc, dans la première partie du cours. Mais avec les EGB, on ne peut pas le faire avec Tomcat. D'accord? Donc si vous vous rappelez bien, lorsque j'ai défini donc, le serveur d'application, je disais que Tomcat, ce n'est pas un serveur d'application. Hein? Bon, vous vous rappelez, donc Tomcat, c'était un conteneur web. C'est comme le EasyPHP, donc le WAMP, exemple, etc. D'accord? Donc ça permet d'exécuter derrière des servlettes et des pages GSP. Mais dès qu'on rentre dans la couche métier, EGB, donc normalement c'est un conteneur, on l'appelle un conteneur lourd. Ça veut dire que ça nécessite vraiment un serveur d'application. D'accord? Donc là, lorsque je parle d'un serveur d'application, ce n'est pas Tomcat. Donc là, je peux parler de plusieurs autres serveurs d'application. Donc là, vous avez GBoss, vous avez Jonas, vous avez Glassfish, etc. D'accord? Ce que nous allons utiliser donc, dans ce cours, on va utiliser GBoss. Donc, jusqu'à la version 7, donc, elle était nommée GBoss, mais après la version 7, ça devient Wildfly. D'accord? Donc Wildfly, donc si vous entendez Wildfly, ce n'est que GBoss, avec un nom donc un peu différent. Les EGB facilitent la création d'applications distribuées pour les entreprises. Et donc là, à travers les EGB, vous allez voir que nous allons créer donc une couche métier que par suite, je vais la lier avec plusieurs autres applications. À part l'application web qu'on a développée avec les servlettes et les pages GSP, je peux utiliser donc une interface pratiquement avec le Java Standard Edition. Donc normalement une application desktop. Et ceci dit, normalement, on va utiliser donc des RMI, on va utiliser le web service pour se connecter, normalement pour se lier à la couche métier. Donc, le noyau, si vous voulez dire, de votre application, c'est la couche métier. D'accord? Donc là, le noyau de l'application, c'est la couche métier. Après, je peux normalement, après avoir établi la couche métier, je peux la lier avec d'autres programmes. D'accord? Je peux la lier avec une interface web, comme la servlette et les GSP. Je peux la lier avec des applications desktop. D'accord? Que ce soit avec Java, utilisant RMI, que ce soit avec d'autres langages de programmation, comme .NET par exemple, ou bien C#. Et là, on va utiliser donc, les objets Corba. Comme vous pouvez avoir des applications Android, donc, carrément, donc là, et on va. Donc, toutes ces applications-là, toutes les applications vont se connecter à la couche métier. Et là, vous voyez que le noyau de l'application, c'est la couche métier. Et c'est normalement, c'est le framework EGB, normalement, vient de faire l'implémentation de cette couche métier. Ils sont réutilisables et normalement ils sont assemblables, c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire après vous allez voir lorsque je vais créer donc une couche métier à part la couche web qu'on a déjà créée, d'accord. Donc là lorsque je parle de la couche web en fait je parle de servlets, je parle des pages GSP et après qu'est-ce que je vais faire? Je vais assembler les deux projets. Donc là je vais assembler la couche métier, d'accord, avec en fait la couche web pour générer donc un projet, un véritable projet. Ceci dit, je peux l'assembler avec d'autres projets. D'accord? Et en quelque sorte, donc là, normalement, ils sont assemblables. Ils peuvent être assemblés afin de créer une grande application. Donc une application qui peut être gérée par plusieurs plateformes, pas une seule plateforme. C'est par exemple, je vous donne toujours l'exemple avec un système bancaire par exemple. Là, vous pouvez l'accéder soit à travers une interface web, soit à travers, donc, une application mobile, ou bien à travers donc, une application desktop, par exemple, pour l'application bancaire. Ok, donc le conteneur EGB s'occupe de certains traitements. Donc, qu'est-ce qui fait normalement ce conteneur EGB à ma place? Donc, c'est ça donc, le plus intéressant. C'est que normalement, je ne vais pas normalement implémenter beaucoup de choses. Je vais me concentrer uniquement sur la logique métier. Derrière,
il y a donc un conteneur EGB qui va s'occuper de tas de choses. Parmi ces choses, il va s'occuper de la gestion du cycle de vie des objets. Il va s'occuper de la gestion des transactions. Il va s'occuper de la montée en charge, de la sécurité d'accès, l'accès concurrent, etc. Et donc là, vous allez pas programmer tout ça. D'accord? Vous n'allez pas programmer tout ça. Donc, ce qui va programmer tout ça à votre place, c'est le framework EGB. Vous allez uniquement paramétrer votre application et par suite, normalement, la réutiliser. Donc là, vous allez utiliser que la logique métier. Donc, grosso modo, ce que nous allons faire, donc l'architecture G2E. Donc, vous avez donc un client. D'accord? Vous avez un client. Et vous avez en fait la couche web. Donc là, dans la couche web, qu'est-ce qu'on a vu? En fait, on a vu les servlettes et les pages GSP. D'accord? Donc là, oubliez ce que... C'est pas oublier dans le sort d'oublier, mais oublier, c'est-à-dire que nous allons remplacer donc, ce que l'on a fait donc, avec DAO Factory, le singleton. Donc ça, on a implémenté donc, manuellement. On a préparé les requêtes, on a fait exécuter les requêtes, on a lu les requêtes, etc. etc. Tout ça, on va pas le faire. D'accord? Tout ça, on va pas le faire. Donc, derrière, il y a donc tout un mécanisme qui va le faire à ma place. Donc là, ce que j'entends parler de la couche web, c'est en fait, ce sont les servlettes et les pages GSP. Ce que normalement on va rajouter, c'est normalement le conteneur EGB à travers la couche métier. Maintenant, la couche métier que nous allons développer, c'est une couche métier qui normalement sera implémentée à travers un conteneur EGB. D'accord? Qu'est-ce qu'il va contenir en fait? Il va contenir, donc ça on va le détailler d'une manière très ficelée par suite. Donc vous avez donc ce qu'on appelle des sessions BIM. D'accord? Et vous avez ce qu'on appelle les entités. D'accord? Et derrière tout ça, pour manager tout ça, vous avez donc ce qu'on appelle un fichier persistence.xml. D'accord? Persistence.xml. Et nous allons voir, donc ça c'est un fichier de configuration. Nous allons voir en détail comment nous allons normalement le paramétrer. Après, donc, ce que nous allons faire, normalement, on va lier donc, cette couche métier à une couche GPA. Donc, normalement, cette couche, c'est la couche de persistance. Et donc là, vous allez voir que même les tables de la base de données, c'est pas nous qui va les créer. C'est le conteneur EGB qui va les créer. À base de quoi, en fait? À base de quoi ça va créer donc les tables de la base de données? Voilà, à base des objets, donc les BIM qu'on a déjà préparés. Donc là, vous auriez à un certain moment les BIM, et les BIM, en fait, ce sont les entités de la couche métier. D'accord? Et donc là, à travers ces BIM, les BIM, ils seront sérialisables, et par suite, ils vont être source d'une création des tables au niveau de la base de données. C'est-à-dire, même la base de données, on ne va pas nous la créer. Donc, c'est le conteneur EGB qui va la créer à notre place. D'accord? Et donc là, pour faire normalement gérer donc, les sessions, nous allons utiliser donc un entité manager. D'accord? Et donc là, la couche, si vous voulez, donc la couche GPA, normalement, utilise donc le Hibernate. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu par Hibernate. Oui, Hibernate, en fait, ça permet en fait de se lier donc rapidement à la base de données. Donc, Hibernate aussi, c'est un framework. Donc, au lieu d'utiliser GDBC pour se lier à la base de données et préparer des requêtes en quelque sorte, donc on peut utiliser Hibernate comme framework pour se lier à la base de données. Sachant que Hibernate n'est pas lié à G2E. Donc là, vous pouvez l'utiliser même avec une application Java Standard Edition. D'accord? Donc là, je répète, Hibernate, c'est un framework qui permet de faire l'accès ou bien de gérer l'accès vers des bases de données. Et en fait, normalement, GPA, normalement,
c'est une abstraction de la couche Hibernate. Ça permet en fait de normalement d'utiliser Hibernate. Et par suite, on va normalement lier la couche GPA à donc, ce qu'on appelle une GTA Data Source. D'accord? On va la lier à une GTA Data Source qui va se lier au pilote JDBC qui va se charger de normalement d'accès vers le système de gestion de base de données. Bon, là, vous voyez le système de gestion de base de données. Je le fais à l'extérieur de JBoss Wildfly, à l'extérieur du serveur. Comme ça, donc là, normalement, je cible une application donc multi-tiers, c'est-à-dire au moins 3 tiers. C'est-à-dire vous avez le tiers client, vous avez le tiers normalement serveur d'application et vous avez le tiers base de données. Mais là, normalement, ce que nous allons, une notion nouvelle par rapport à ce qu'on a vu normalement dans la première partie du cours, lorsqu'on a étudié donc, les servlets, les pages GSP et l'accès vers les bases de données d'une manière manuelle, c'est la notion de GNDI. Là, vous avez donc un GNDI. Donc, GNDI, comme étant défini, donc, comme je l'ai défini dans la première séance, GNDI, normalement, c'est un annuaire. C'est un annuaire parce que, en fait, ce que nous allons faire en fin de compte, après, donc, à la fin de ce cours, ce que vous allez trouver, en fait, c'est en quelque sorte, vous avez normalement si vous voulez dire, normalement, vous avez des objets qui vont circuler d'une application à une autre application. C'est-à-dire, vous avez un objet de la couche web qui va normalement circuler vers la couche métier. Vous avez des objets qui peuvent normalement venir d'autres applications, comme par exemple des objets d'une application desktop, d'accord, qui vont se connecter à la couche métier. Et par suite, normalement, ça c'est une application qui est distribuée. C'est-à-dire, à la fin, ce que nous allons faire donc une application distribuée, c'est-à-dire c'est-à-dire que normalement plusieurs composants qui proviennent de plusieurs plateformes. D'accord? Et pour pouvoir référencer ces objets, donc c'est ça la notion de distribuer, pour pouvoir référencer ces objets, il faut avoir un annuaire. C'est là où on va normalement définir donc l'adresse unique de l'objet. Donc c'est ça l'annuaire, c'est la définition de l'adresse unique de l'objet. L'annuaire, si vous voulez dire, c'est comme l'annuaire téléphonique par exemple. Vous allez regrouper par exemple un tas de villes par exemple, et chaque ville vous avez normalement des numéros de téléphone, etc. Donc normalement vous pouvez accéder directement en choisissant la ville, en choisissant le quartier par exemple, vous pouvez accéder directement à l'adresse téléphonique. Donc c'est la même chose, c'est la même notion. C'est-à-dire le GNDI, ça nous permet normalement, ça permet de créer un GNDI. Et là, ça permet de créer, donc un annuaire. Et là, vous allez stocker en fait l'adresse unique de l'objet pour pouvoir normalement l'accéder par des applications distribuées. Et ce que normalement nous trouvons par suite, c'est un fichier standalone.xml. Donc standalone.xml, si vous voulez, normalement c'est détaché par rapport à la couche web et la couche métier. Ça veut dire normalement standalone.xml, ça permet de faire la configuration de quoi? De JBoss, c'est ça. Donc normalement je le fais à l'extérieur pour indiquer que normalement standalone c'est un fichier de configuration de JBoss. D'accord? C'est-à-dire à travers lequel je vais configurer donc mon serveur d'application. Donc, tous ces composants que vous voyez sur l'architecture, on va l'utiliser, on le verra, hein, on le verra. Donc, on va commencer donc, dans ce cours avec les entités, d'accord? Et donc, la séance prochaine, on verra donc les sessions B. C'est bon pour l'architecture, il n'y a pas de questions? Donc là, si vous remarquez bien, vous avez deux fichiers de configuration. Vous avez le fichier persistence.xml qui est en fait de la couche métier. Donc c'est propre à la couche métier. D'accord? Et vous avez le fichier standalone.xml qui est propre au serveur d'application.
D'accord, donc deux choses différentes. Et par suite, on va utiliser donc un data source. D'accord, donc là, comme vous voyez donc, sur la figure, vous avez GTA data source. Donc, le data source, on va configurer donc un data source qui va nous permettre normalement d'accéder à la base de données. Donc, on va commencer avec les EGB entités, les entities. En fait, grosso modo, donc, les EGB entities, en quelque sorte, c'est ce qu'on a eu l'habitude de faire avec les BIM. En fait, ce sont les BIM. D'accord. Donc, les EGB entities permettent de représenter et de gérer les données enregistrées dans une base de données. Et par suite, comme je disais tout à l'heure, donc un BIM, qu'est-ce qu'il permet de faire? Un BIM, ça va être une source de création d'une table au niveau de la base de données. Donc là, il existe deux types de BIM entités. Vous avez donc un BIM qu'on appelle donc de persistance géré par le conteneur EGB. Et donc, vous avez donc un autre type normalement persistant géré par le BIM lui-même. Donc, un BIM entité, d'accord, donc en fait, c'est une classe, c'est une simple classe, d'accord, Java, qui permet d'implémenter maintenant obligatoirement. Elle devrait implémenter serializable. Donc, normalement, maintenant, ça devient une obligation. Bon, si vous vous rappelez bien, normalement pour les BIMs, je disais, donc, lorsqu'on a créé les BIMs, des fois, on implémente serializable, des fois, on ne le fait pas. Je disais que c'est optionnel. Mais maintenant, parce qu'en fait, c'était optionnel. Donc, le faire ou ne pas le faire, ça revient au même. Mais maintenant, ça devient une obligation parce qu'elle va être sérialisée par suite. Elle possède un constructeur sans argument. Elle possède des getters et des setters. Donc, normalement, c'est comme les BIM. En plus, le EGB entité doit respecter les spécifications suivantes. Donc, ça, c'est en fait maintenant, on rentre dans les spécifications par rapport aux BIMs. Elle doit être déclarée avec la notation entité. Donc, on va utiliser les annotations, surtout les annotations, on peut faire avec un fichier XML, mais on va utiliser des annotations, c'est plus facile et plus pratique. Elle possède au moins une propriété déclarée comme clé primaire. Donc, on va utiliser l'annotation @id. D'accord? C'est-à-dire le champ ou bien l'attribut de la classe qui sera une clé primaire dans la table, on va la précéder par la notation @id. Donc tout à l'heure, on va faire donc un démo dans lequel on va présenter pratiquement donc ces notions. Donc comme je disais tout à l'heure, le mapping, maintenant le mapping que nous allons faire, c'est le mapping objet relationnel, ORM. D'accord? C'est l'ORM, c'est le mapping objet relationnel, c'est-à-dire le mapping objet relationnel, c'est-à-dire normalement, comment créer à partir d'un objet, d'accord, une base de données relationnelle. C'est ça? Et donc là, on a deux manières de faire. Soit, comme je disais tout à l'heure, à travers les annotations, c'est le cas le plus pratique. D'accord? Soit à travers un fichier XML. Et donc là, il faut normalement configurer un fichier XML. D'ailleurs, pour ceux qui ont travaillé avec Hibernate, c'était la même chose. Donc là, on peut passer par un fichier XML pour configurer les entités, comme on peut aller plus simplement et plus pratiquement à travers donc, un fichier, à travers normalement les annotations. Donc, surtout, on va utiliser les annotations, c'est beaucoup plus pratique, d'accord, que normalement faire des configurations très acharnées en utilisant un fichier XML. Donc, les annotations, vous avez pas mal d'annotations. Donc là, je spécifie quelques annotations, mais vous, donc, on va normalement, on va voir en pratique plusieurs annotations possibles pour les entités. Vous avez l'annotation table.
qui permet de préciser le nom de la table. Par défaut, donc si vous n'utilisez pas cette annotation, elle va prendre le nom de la classe comme étant le nom de la table. Mais quoique, vous pouvez normalement changer, si vous voulez, le nom de la table, si vous voulez le modifier. Column, c'est-à-dire si vous voulez changer le nom du colonne, le ID, hein, c'est pour préciser la clé primaire. D'accord? Generated value, c'est pour indiquer normalement la stratégie pour faire l'auto-increment. Basic, pour représenter la forme de mapping la plus simple. Transient, normalement ça permet de demander de ne pas normalement tenir compte d'un champ lors du mapping. C'est-à-dire ignorer ce champ-là. Si vous voulez ignorer par exemple un champ de la classe. Mais ceci dit, vous avez encore d'autres annotations donc, à découvrir donc, en pratique. Juste un exemple. Là, vous avez par exemple client et adresse. Donc, ça, c'est un diagramme de classe. Ça, c'est une relation de quoi? De composition. D'accord? Normalement, le client. Vous avez donc côté client, vous avez normalement une cardinalité de 1, forcément, parce que c'est une composition. Et là, vous avez une relation directe. Ce n'est pas une relation navigable, une relation directe. Ça veut dire, en fait, la cardinalité, c'est quoi, en fait? Les cardinalités pour les deux tables. C'est 1, 1. Donc, un côté normalement de la table client, de la relation composition, et un côté de l'adresse. Comment je peux normalement faire ce schéma-là à travers des entités. C'est-à-dire parce que les entités, par suite, elles seront source de la création de ces tables. D'accord? Donc là, comme vous allez voir, donc, classe adresse, qu'est-ce que j'ai dans la classe adresse? Vous avez, donc, c'est ça, donc, grosso modo, c'est comme ça qu'on va déclarer les entités. Donc, vous avez public classe adresse. D'accord? Et avant, vous avez une annotation arrobasque entité. C'est-à-dire que, normalement, c'est une entité. Par suite, elle sera persistante. Elle sera donc une source d'une table. Donc, public class adresse, implements, serialisable. Et ça, c'est une obligation, je disais. Hein, c'est une obligation, il faut le faire. Donc là, vous voyez, le premier attribut, c'est quoi? Private, long, ID. Mais précédé par deux annotations. Arrobasque ID, pour dire que normalement, vous voyez bien sur les slides. Donc pour dire que en fait, c'est une clé primaire. Et vous avez arrobasque generated value, pour dire que hein, c'est auto-increment. Par suite, je peux même définir donc la stratégie dessus. Vous avez combien d'attributs? Vous avez private long ID, vous avez private string rue, vous avez private string ville, vous avez private int code postal et private string pays. Mais on n'a pas encore terminé, il faut ajouter les getters et les setters et un constructeur sans paramètre. C'est pour cela que j'ai marqué avec des pointillés. Vous avez en contrepartie, vous avez la classe client. D'accord? Et vous avez toujours donc une entité marquée par arrobasque entité. Classe client, implément sérialisable. Vous avez la clé primaire auto-increment qui est ID, le nom, le prénom et les mic, qui sont des strings. Et vous avez donc une annotation arrobasque one-to-one. Vous avez en fait deux relations, one-to-one, one-to-many. One-to-one, ça indique que c'est 1 contre 1, c'est 1-1. Donc pas parce qu'en fait on a une relation 1-1. Si on a une relation 1 plusieurs, c'est one-to-many. Et donc là, normalement c'est comme ça si vous voulez établir donc une relation entre les deux entités, parce que par suite vous avez private, adresse. Adresse en fait c'est quoi? C'est la classe. Et là, j'ai spécifié Fetch est égal à Fetch type lazy, paresseux. Ce que normalement, je vais prendre, je vais pas, donc, dans la table
Après, lorsque normalement ça va générer des tables au niveau de la base de données, client, dans la table client, qu'est-ce que j'aurai dans le dernier attribut? Oui? Qu'est-ce que j'aurai? Comment ça va être transformé le dernier attribut adresse? C'est le ID. Exact. Donc là, normalement, c'est pour cela que je l'ai marqué. Donc, fetch type lazy. Donc, normalement, normalement, ça va prendre le ID de la table adresse. D'accord? Et donc, ça, c'est l'implémentation logique de le diagramme du classe que normalement, on a défini en haut. Et par suite, donc, ce que vous allez trouver, c'est ça. Ce que vous allez trouver, donc, au niveau de la table client, en bas, qu'est-ce que vous avez? Le adresse ID, c'est lang. D'accord? Parce que normalement, il a pris le ID de la table adresse. D'accord? Donc là, si je reviens, donc c'est une relation non navigable. Ça veut dire non navigable. Ça veut dire que le client, il a une adresse, mais l'adresse n'a pas de client. Donc c'est une relation non navigable dans un sens. C'est bon? Donc c'est pour cela que normalement c'est marqué ici dans la table client, vous avez l'adresse. C'est-à-dire ici, vous avez un client a une adresse. Mais l'adresse n'a pas de client. Donc en fait, si vous voulez, donc, dans la table adresse, vous n'avez pas ici le ID du client. C'est bon? Et donc, normalement, tout ça, oui? Là, je parle de schéma, normalement, le diagramme UML, donc pour traduire ce diagramme-là. Donc, chaque client a une adresse. Mais une adresse n'a pas forcément donc un client. Vous n'allez pas prendre n'importe quelle adresse et vous allez dire que ça c'est un client. Mais un client a une adresse, bien sûr. Est-ce que tu as compris? D'accord? Donc, c'est pas dans les deux sens. Donc, un client a une adresse. Mais c'est pas n'importe quelle adresse, ça représente un client. Du coup, donc ici, dans la classe, dans la table client, vous avez, en bas, vous avez l'adresse du client. Mais dans adresse, pas forcément, vous avez donc, ça ne représente pas en fait un client. Et vous avez donc une relation de type 1-1. D'accord? Ok, donc je vais m'arrêter par rapport à ça. Je vais m'arrêter par rapport à ça. Donc, normalement, je ne vais pas me foncer dans les sessions. Je vais normalement, on va normalement expérimenter les entités. Et normalement, on va voir le WildFly, comment le paramétrer. D'accord? Et on va voir comment, à travers donc, une entité, générer en fait une base de données, des tables en fait au niveau de la base de données. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non? D'accord. Donc là, tout d'abord, avant d'oublier, je vais démarrer le WAMP server. Je vais l'utiliser pour le SQL. Bon, s'il vous plaît, je suppose que vous avez déjà téléchargé GBoss. Vous avez sur le disque dur WildFly. Donc, je vais essayer d'augmenter un peu la résolution, comme ça vous pouvez voir avec moi. Vous avez donc WildFly. S'il vous plaît, essayez de suivre. Je vais essayer de décortiquer donc, de quoi il est composé le serveur d'application WildFly. En fait, WildFly,
vous avez donc ce qu'on appelle les bins. Et ça, par suite, normalement, vous avez donc un stand-alone ici. Vous avez, voilà, pas bat, stand-alone. .bat, c'est ça. Donc, en fait, le stand-alone.bat, en fait, c'est ça le serveur. D'accord? Donc là, vous pouvez remarquer que, bon, c'est pas trop lisible, mais vous pouvez remarquer que ça démarre le serveur. Donc le stand-alone.bat, en fait, c'est le serveur. Ceci dit que je peux déclencher le serveur sans utiliser normalement Eclipse. Et ça, on va le voir par suite à la fin. Donc lorsque nous voulons déployer l'application, je vais fermer Eclipse et je vais générer ce qu'on appelle un projet IR. D'accord? Et ce projet-là, je vais le déployer sur un serveur externe. D'accord? Sans utiliser en fait le Eclipse. Et c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire par suite comment on va déployer le projet sans utiliser Eclipse. Parce qu'on ne va pas toujours être attaché à Eclipse. Après, vous allez normalement déployer une véritable application. D'accord? Donc là, on devrait normalement s'éloigner de l'IDE Eclipse. D'accord? Et ceci dit, on va générer par suite, on va utiliser stand-alone. C'est-à-dire, une fois que, normalement, une fois que le serveur est démarré, c'est ça, maintenant le serveur est démarré, donc ça permet d'intercepter maintenant les requêtes. D'accord? Donc là, vous avez déjà les requêtes. De toute façon, donc là, je vais utiliser maintenant Eclipse. Ça, c'est une étape, c'est la dernière étape. D'accord? C'est après avoir terminé le projet, vous allez l'exporter et par suite, vous allez utiliser GBoss comme étant un serveur externe et dans lequel vous allez déployer votre application. Mais donc, ce qui est important maintenant pour moi, pour démarrer la configuration, c'est en fait le stand-alone. Donc, dans le stand-alone, vous allez trouver la configuration. Vous allez trouver la configuration. Et donc, dans la configuration, vous allez trouver le standalone.xml. C'est ça le fameux fichier dont j'ai parlé donc, dans l'architecture de G2E. Donc ça, c'est un fichier normalement qui permet de paramétrer le serveur d'application. Donc ici, vous allez trouver pas mal de paramètres. On verra ça au fur et à mesure. Donc on va essayer de tailler ce fichier-là au fur et à mesure. Parce que c'est très intéressant de savoir la composition de ce fichier-là. Ça permet en fait de bien maîtriser donc, ce serveur. À part la configuration, vous avez ici un dossier de déploiement. C'est-à-dire les applications déployées, normalement, elles sont déployées à ce fichier-là. Normalement, lorsque vous allez déployer par suite à travers, donc lorsque nous allons faire une application EGB, d'accord? Et lorsqu'on va la déployer, ça va être déployé dans ce dossier-là, dossier deployment. Autre chose, vous avez donc les modules. Le module, il faut normalement avoir, donc il faut normalement ajouter normalement le driver MySQL. Par défaut, elle n'a pas. Elle n'a que le driver H2. Donc, vous allez rentrer dans layer, base, et vous avez donc un dossier qui s'appelle com. Rappelez-vous de ce dossier-là, com. Et là, vous allez ajouter donc MySQL. Par défaut, vous avez ce driver-là, H2 database, et par suite, vous allez copier ce dossier, vous allez créer un dossier qui s'appelle MySQL, et à l'intérieur, vous allez mettre name, et vous allez copier le driver MySQL connector Java bin.java. C'est bon? On va commencer.
S'il vous plaît, donc normalement, je vais essayer normalement de se baser sur le TP3. Le TP3 qu'on a fait la dernière fois, on a utilisé pour accéder à la base de données, on a utilisé deux concepts qui est en fait le DAO Factory et le singleton pour se connecter. Maintenant, je vais normalement utiliser une couche métier qui va me permettre normalement de créer et normalement de créer une couche métier, d'accord, et de créer par suite une base de données à travers donc les entités. Donc là, pour démarrer, pour utiliser donc pour créer un projet EGB, donc on a pris l'habitude de faire File, New. Vous avez normalement, on a utilisé, donc avant on a utilisé Dynamic Web Project et maintenant on va utiliser EGB Project. D'accord? Vous avez EGB Project. Donc là je vais donner, mais avant de créer, donc normalement comme Tomcat, comme on a défini Tomcat, normalement, on va aller vers Windows Préférences. Et vous allez aller vers Serveur. Maintenant, on ne va plus utiliser Tomcat. On va utiliser maintenant un serveur d'application WildFly. Ceci dit que, à part Tomcat, vous allez mettre Add, ajouter, et vous allez, c'est ça, donc là, vous allez vers GBoss Community. Et là, vous pouvez remarquer que la première nomenclature, c'était GBoss 3.2, 4, 5, 6, 7. Et donc, à partir de la version 7.1, ça devient WildFly. D'accord? Donc, WildFly, ce n'est qu'une extension de GBoss. Donc, j'ai la version WildFly 11. Donc là, je vais choisir WildFly 11. J'appuie sur Next. Et là, j'indique l'emplacement normalement de mon WildFly sur normalement mon disque dur. Là, je vais le choisir. Je vais voir donc là WildFly. Donc, il est dans C. Voilà, c'est WildFly. Et donc là, je vais sélectionner le répertoire WildFly et j'appuie sur OK. Donc là, le serveur de configuration, c'est standalone.xml. Ça, c'est normalement configuration file. Ça, c'est le fichier normalement de configuration. Bon, l'exécution environment, là, je laisse Java Standard Edition, donc 1.8, JDK 1.8. Et je clique sur Finish. Donc, puisque je l'ai, donc là, j'ai déjà la version ici. Donc là, je vais me baser sur cette version-là. Donc comme ça, normalement, je vais intégrer donc un serveur ici, WildFly. D'accord? Donc là, normalement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer par le bouton droit, New, Server. Normalement, pour ajouter un serveur, vous allez chercher donc ici. Vous allez chercher donc GBoss Community. On va refaire donc l'étape. Donc c'est déjà configuré. Il suffit maintenant de créer l'instance. D'accord? Il suffit de créer une instance au niveau de Eclipse. Finish. L'instance maintenant est créée. N'est pas encore démarré, c'est stopped, n'est pas encore démarré. Je vais normalement créer un projet EGB Project. Donc s'il vous plaît, donc il y a plus de paramètres que le code. Donc là, il faut normalement savoir comment paramétrer. Donc là, pour le framework, vous avez plus de paramètres que le code. Donc là, si vous avez paramétré, c'est déjà, donc vous avez déjà maîtrisé donc, le framework EGB. Donc EGB Project, le nom. Donc là, je vais l'appeler par exemple, je ne sais pas, donc c'est EGB par exemple, EGB, article par exemple.
article, EGB article. Donc là, je choisis l'instance de serveur d'application, Widfly. Donc EGB, donc là, je laisse ça, donc ces paramètres. L'objet here, on le verra par suite, c'est pas le moment maintenant de le voir. Donc là, je clique sur Next. Next. Finish. Voilà. Déjà, donc, EGB article est là. Je le crée. Donc, je reviens vers le slide de l'architecture globale G2E. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais programmer. Maintenant, je suis dans la couche métier maintenant. D'accord? La couche web, elle est où la couche web? La couche web, c'est le TP3. C'est le dernier TP qu'on a réalisé. D'accord? Donc là, je vais supprimer, donc dans TP3, on va normalement conserver que les servlettes et les pages GSP et on va supprimer donc la couche DAO et la couche métier. Je garde uniquement la couche web. Maintenant, je vais programmer ça en utilisant EGB. C'est bon? Et donc là, je suis dans normalement la couche métier. Donc, ce que je vais programmer, c'est persistence.xml. Et normalement, avant de programmer persistence.xml, parce que persistence.xml, ça se trouve dans la couche GPA, donc je devrais faire appel à la couche GPA et par suite créer un data source pour se connecter à la base de données. Donc c'est ça le chemin que je vais faire pour normalement persister donc ces entités-là et qu'ils deviennent normalement des classes, des tables au niveau de la base de données. C'est bon? Donc là, je vais démarrer avec la couche GPA pour pouvoir générer le fichier persistence.xml. Et donc là, pour la couche GPA, donc il y en a plusieurs manières, mais la manière la plus simple, c'est normalement de cliquer par le bouton droit. D'accord? Donc là, je clique par le bouton droit, propriété. Je vais aller vers le propriété de EGB, de la couche métier. C'est pour cela que je disais que persistence.xml, ça se trouve dans la couche métier. Donc là, je suis dans la propriété du projet EGB. Et donc là, je vois projet facette, les facettes de projet, et je vais cocher GPA. Une fois c'est coché, ça va être intégré dans mon projet EGB. D'accord? Donc là, je coche GPA et je clique sur OK. Donc là, vous allez voir ici, voilà, il a ajouté GPA ici, content. Donc là, dans GPA, vous avez persistence.xml et dans le EGB module meta1, vous avez encore persistence.xml. Donc persistence.xml, ça existe même au niveau du module EGB. Et donc dans le module EGB, je vais créer mes entités. D'accord? Donc là, je vais créer donc mon entité. Je clique par le bouton droit sur EGB module. New. Et là, normalement, je vais choisir GPA entité. Ouais,